Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons dresser le portrait d'un des compositeurs les plus célèbres du XXe siècle, Igor Stravinsky. Igor Stravinsky est aujourd'hui connu comme une icône de la musique contemporaine. Il a su mélanger les styles afin de se créer un genre mélodique qui a évolué au fil du temps. Pour mieux observer comment Stravinsky a révolutionné le monde musical, cette vidéo sera divisée en 3 parties, représentant les différentes périodes de sa vie au cours desquelles son genre a évolué. Période russe. Igor Stravinsky est né en 1882 à Orianabom, aujourd'hui connu sous le nom de Lomonossov, ville russe située non loin de Saint-Pétersbourg. Son enfance à Saint-Pétersbourg est difficile. Sa famille ne lui montre presque aucune affection. À l'âge de 9 ans, il prend des leçons de piano, mais ses professeurs ne voient pas en lui de disposition pour la musique. Il étudie sans succès le droit à l'université de Saint-Pétersbourg. Durant ses premières années, il a peu de contact avec le monde de la musique classique. Mais sa rencontre avec Rimsky-Korsakov va changer sa vie. Le célèbre musicien repère la grande faculté d'improvisation de Stravinsky et consent à lui donner des leçons. Très vite, Stravinsky obtient des succès sur ses premières œuvres. Mais le grand tournant va arriver en 1910. L'Oiseau de feu retrace l'histoire d'Ivan qui, aidé de l'Oiseau de feu, va chercher à libérer les princesses de la coupe du sadique Katchei. Stravinsky a prévu un orchestre symphonique de très grande dimension, comprenant des cordes, cuivre, percussions et bois, et qui forme un outil gigantesque. La complexité musicale de cette œuvre est marquante. Stravinsky a particulièrement mis en avant l'importance du rythme. Il fait de celui-ci sa priorité, au détriment, selon certains, de l'harmonie et du timbre. Le compositeur a mis en avant les syncopes d'une manière saisissante. Mais ce sont surtout les ostinatos, c'est-à-dire des motifs mélodiques répétés inlassablement et qui servent d'accompagnement, qui donnent la sensation d'une berceuse au moment où on s'y attend le moins. L'épisode de la berceuse intervient juste après la danse infernale et est une illustration de ce phénomène. Nous allons écouter un court extrait de ce passage afin de comprendre ce qui se passe. On voit que le tempo lent, la nuance piano, le caractère doux et magique créent une sorte de pause dans la violence de l'œuvre grâce à des chromatismes descendants. Ce passage met aussi en avant une certaine alternance entre le tonal et l'atonal. Pour la grande première, le célèbre organisateur de spectacles, Diaghilev, est dans la salle. Le succès remporté par cette œuvre est immense.
On déclare à Paris que l'harmonie chaleureuse attribuée à l'oiseau de feu en fait un ballet caractérisé de magique. Toutefois, si l'oiseau de feu est ancré dans la tradition post-romantique, les œuvres suivantes vont marquer un changement radical de style. Petrouchka, créé en 1911, y a déjà posé les bases grâce au fameux accord de triton Petrouchka, composé de 2 tierces augmentées. Cet intervalle était très redouté dans la musique précédant Stravinsky. On retrouve aussi une abondante utilisation des intervalles diminués, ou l'utilisation d'une échelle de 8 notes par octave au lieu de 7, les gammes enchaînant les secondes mineures et les secondes majeures. Mais c'est 2 ans après que la représentation de son œuvre la plus célèbre va faire de Stravinsky un des compositeurs les plus marquants du XXe siècle. En 1913, Stravinsky imagine un ballet qui représenterait un rite sacral païen d'une jeune fille pour rendre propice le dieu du printemps. La représentation dans le ballet de cet univers particulièrement attristant va choquer le grand public. Pourtant, cette œuvre est très novatrice sur le plan musical. Stravinsky a transformé pour ce ballet une douzaine de chants slaves traditionnels. Ce ballet a été écrit pour un orchestre symphonique exceptionnellement grand. On note aussi une mise en avant de l'harmonie et du rythme. En effet, les rythmes sont soit répétitifs, soit sur des ostinatos statiques, soit très dynamiques, avec des accents sans cesse déplacés. Des blocs de contraste séparés sont juxtaposés. Les mouvements accumulent des lignes individuelles et des images rythmiques. Cela génère un crescendo de sons et d'activité. Ces éléments donnent à l'œuvre un côté grandiose, majestueux. De même, on est perpétuellement dans l'attente. Le Sacre du printemps peut être considéré comme une œuvre de rupture. Toutefois, les méthodes quasi antisymphoniques employées par le compositeur ont suscité une vive incompréhension de la part du public. Voici en écoute un aperçu de ce phénomène dans l'œuvre. Lors de sa première représentation aux Champs-Élysées en 1913, les moqueries de la part du public sont telles que Stravinsky quitte la scène, indigné. Néanmoins, l'attitude du public au début du XXe siècle à l'égard de la musique savante, ainsi que ses attentes, esthétiques, sociales, culturelles, étaient très différentes. Stravinsky, quant à lui, avait une attitude ainsi que des valeurs qui vont influencer ses choix de vie d'une manière radicale. Période néoclassique. En 1917, les troubles qui ont mené Lénine et les bolcheviks au pouvoir en Russie déclenchent une guerre civile qui ravage le pays. Après la victoire des communistes, les arts sont repris en main par le régime. Une doctrine esthétique appelée réalisme socialiste va être imposée par le régime. Certains compositeurs russes comme Dmitri Shostakovich ou Sergueï Prokofiev décident de rester au pays et de se confronter à ce dogme nouveau. En revanche, Stravinsky choisit l'exil. Il ne reviendra dans son pays natal qu'en 1962, soit près d'un demi-siècle après son départ. De plus, on peut dire que l'attitude de Stravinsky vis-à-vis de sa patrie a toujours été marquée par une rupture quasi totale. En effet, Stravinsky se déclarait étranger parmi les Russes du XIXe siècle et parmi les Soviétiques aussi. Il a même expliqué dans sa Poétique de la musique
La Russie n'a vu ni le conservatisme sans renouveau, ni la révolution sans tradition, affirmant que les deux vont de pair. En 1921, Stravinsky s'installe à Biarritz, sur la côte basque. Il restera 3 ans dans cette ville, période durant laquelle il achève de nombreuses œuvres, telles que le concerto pour piano et instruments à vent. C'est également là qu'il rencontre Arthur Rubinstein. Stravinsky vivra également à Nice et en Isère. C'est une période où il voyage beaucoup, notamment à travers l'Europe. C'est dans ce contexte de déplacement régulier que se tient la période néoclassique de Stravinsky. Cette période se caractérise par un style différent. Stravinsky est particulièrement enclin à user de la technique du contrepoint. Il la met en avant d'une manière poussée. Comme d'habitude, le rythme est l'élément propulseur de la musique de Stravinsky, mais la nouveauté par rapport à la période russe tient en ce que, à la différence des œuvres antérieures, les formules rythmiques donnent lieu à un développement mélodique. En plus, les principes de la substance formelle et du caractère objectif de la création musicale assument un rôle central. Le noyau profond de sa poétique et de son art n'est pas la parodie ou l'imitation des modèles, mais un formalisme constructiviste que le compositeur développe au cours des années 20. Ce qu'il est également important de noter sur cette période est un rapprochement unique avec le milieu des ballets. Stravinsky a notamment travaillé avec le chorégraphe, danseur, acteur et réalisateur Balanchine. Cette collaboration entre musique et danse est unique en son genre. Balanchine n'est pas stimulé par la puissance, par la violence et par la complexité rythmique des œuvres stravinskiennes de la période russe, mais par une poétique et une pratique, de l'épure, de la clarté et de la cohérence. Voici l'extrait d'un reportage qui illustre l'incroyable collaboration entre les deux personnages. George Balanchine and Igor Stravinsky were of one mind about music and dance. With Stravinsky, Balanchine made classical ballet a modern art, beginning in 1928 with Apollo. He was 20 years old when the impresario Serge Diaghilev introduced them. It was 1925. I just met him. First of all, you have big respect. He's a Russian, but very sophisticated. He's 23 years older than I am. Apollon Musaguet est un reflet de ce manifeste sonore. Cette pièce, créée entre 1927 et 1928, repose sur une collaboration unique entre Igor Stravinsky et le réalisateur Balanchine. À l'instar de Stravinsky, Balanchine accepte de la tradition du ballet classique certains pas qu'il réemploie dans un contexte complètement différent. La substance musicale de l'œuvre réside dans une poésie profonde. Si on observe cette pièce sous un aspect plus technique, on se rend compte que l'intérêt est porté sur un élément métrique rythmique fondamental, le rythme pointé. Pour adapter l'orchestration aux exigences sonores du principe mélodique, mais aussi à cause de l'acoustique de la salle, Stravinsky choisit un ensemble très homogène, un petit orchestre à cordes à 6 voix.
Au fur et à mesure des représentations de ce ballet, Balanchine le rendit de plus en plus abstrait. Dans Apollon Musaget, comme par ailleurs dans les autres œuvres néoclassiques de Stravinsky, les entrelacements des mouvements contrapuntiques donnent l'impression d'une certaine continuité temporelle. Cependant, lors d'une exploration plus attentive, on se rend compte que la phrase de Stravinsky est en fait très courte, très rapide, et que le principe de base demeure toujours le même, celui du montage. Synchronisant l'articulation de ces phrases chorégraphiques sur les courtes séquences musicales de Stravinsky, Balanchine non seulement crée un lien très strict entre musique et danse, mais abolit la continuité et la fluidité des mouvements, ponctués d'arrêts soudains, brisant la phrase chorégraphique. La musique de Stravinsky fixe un cadre précis que Balanchine doit respecter. Mais à l'intérieur de ce cadre, le chorégraphe choisit de manière libre et variée les éléments musicaux qui seront traduits en mouvement. Cette rigueur mais aussi cette prise de liberté sont des éléments clés du rapport de Stravinsky vis-à-vis de ses œuvres, rapport qu'il va conserver jusqu'à sa troisième et dernière période créatrice, la période américaine. À la fin des années 30, le malheur va s'abattre sur sa famille, puisqu'il perdra son épouse, sa fille et sa mère, toutes trois mortes de tuberculose. En 1940, pour échapper au contexte de la Seconde Guerre mondiale, Stravinsky se réfugie aux États-Unis avec sa seconde épouse, Vera de Bossé. Stravinsky s'est construit une nouvelle patrie. Il s'installe à Hollywood. Après son arrivée aux États-Unis, Stravinsky se consacre à un autre genre musical. Ce genre est plus dans la ligne de Schoenberg et de Weber. Il s'agit de la musique sérielle. Ce mouvement a conçu une nouvelle théorie compositionnelle. L'utilité du sérialisme est de pouvoir composer des œuvres atonales. Il s'agit de supplanter l'harmonie tonale qui prévalait depuis le XVIIIe siècle en n'utilisant qu'une seule et unique suite de 12 sons, appelée sérielle. Ainsi, les mélodies ne sont plus soumises aux lois harmoniques d'attirance vers une note ou un accord, comme on peut le voir ici. Ce qu'il faut aussi noter chez l'ultime période créatrice de Stravinsky est une inspiration religieuse plus poussée. En effet, Stravinsky, du jour au lendemain, est passé de totalement athée à orthodoxe et fanatiquement croyant. En 1958, il publie une œuvre maîtresse, Réani, inspirée par un caractère religieux très fort. On voit ici que le début de cette œuvre n'est effectivement pas soumis aux lois harmoniques d'attirance. Voici l'extrait d'un documentaire qui constitue une preuve de l'étonnement que son caractère a suscité. They're even more new. Exactly. Yeah. They speak always about being as the main thing, the composer of such. Yeah. And they don't think that they compose Traini. Yeah. They, how do you pronounce Traini? Yeah. How do you spell it? Il a connu à la fois la Russie impériale et l'Europe au moment de la révolution des ballets russes. Il a connu ensuite l'exil avec sa famille en Suisse et puis en France, et puis la mutation du Nouveau Monde quand il y a eu le deuxième exil au moment de la guerre de 1939. Et à chaque fois, il a réagi avec une fraîcheur extraordinaire, comme si il était certain que la puissance créatrice inouïe qu'il y avait en lui pourrait s'accommoder de toutes les circonstances. Cet aspect religieux, mélangé à sa puissance créatrice, se retrouve aussi dans d'autres pièces. En 1963, il publie Abraham et Isaac, œuvre dédiée à la nation d'Israël et chantée en hébreu. Il compose aussi des variations pour orchestre la même année. Ce sont ses dernières compositions connues.
Les dernières années de Stravinsky sont effectivement plus vides sur le plan musical, puisqu'il décède en 1971 suite à un œdème pulmonaire. Toutefois, il aura eu le temps de retourner une dernière fois en Europe avant de rentrer à New York pour ses derniers instants. En conclusion, on voit que Stravinsky a fortement évolué durant sa carrière. Bien que son parcours puisse, en raison de ses changements de perspective, être perçu comme une succession d'adhésions et de désengagements sans réelle authenticité, il n'en est rien. C'est même tout le contraire. Son parcours a évolué, mais il témoigne d'une réelle unité. C'est cette unité qui fait de lui un des plus grands compositeurs de son temps.